Moi, j'adore ce gouvernement. En fait, il n'y a pas eu de meilleur allié du mouvement social qu'eux. C'est le bingo de la loose. Toutes les conneries à faire, ils les ont faites méthodiquement, les unes après les autres. Et là, aujourd'hui, le 49.3, c'est l'apothéose. Moi, j'étais assez inquiet ce matin parce que je voyais les réquisitions, les incinérateurs d'ordures qui étaient dégagés par les flics. C'était vraiment en train de se tendre. Là, si tu veux, ils ont jeté un baril d'alcool à brûler sur le barbecue. C'est formidable. Et alors, il se passe ce qui doit se passer. La fureur populaire a passé un cap. Et donc, il n'y a plus besoin de personne. L'intersyndicale, les mots d'ordre, les dates posées, machin, tout ça, c'est caduc. On entre dans une phase absolument inédite du mouvement. Ce qui est en train de se passer ici se passe dans plein d'autres villes de France. Les institutions, les médiateurs officiels, les directeurs du peuple, etc. ont du souci à se faire. Parce que là, ça commence à déborder bien comme il faut. Et c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Bienvenue dans La Semaine dans le Monde sur France 24. Nous faisons le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir cette semaine Claire Carrard, directrice de la rédaction de Courrier International. Merci d'être là puisque nous sommes partenaires donc, du Courrier International, ce hors-série Géopolitique, le monde de demain, donc vous sortez, qui est sorti il y a 2 jours et qui est sorti mercredi, qu'on peut trouver d'ailleurs sur on peut l'acheter dans les kiosques bien sûr, mais aussi sur le site internet de votre site internet. Et c'est véritablement comment la guerre en Ukraine bouleverse les alliances, renforce les autocraties, soude l'Occident et fait émerger un Sud global. Bienvenue à vous, en tout cas. Merci. En face de vous, Laure Simoès, bonsoir, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir, Laure. Régis Janté, à côté de vous, bonsoir. Correspondant RFI et France 24 à Tbilissi. On est ravis de vous avoir. Vous participez à cette émission alors que vous êtes de passage à Paris. Thomas Hoffnung, en face de vous, chef du service monde du journal La Croix. La une de La Croix, bien c'est sur le 49.3 qui enflamme l'Assemblée. On va la voir tout de suite. Et puis La Croix Hebdo, cette semaine, qui titre sur quoi? On va la voir, La Croix Hebdo, votre une. Sur l'otage oublié dans le Sahel. L'otage oublié dans le Sahel, c'est celui qui est resté le plus longtemps, c'est ça, dans le Sahel? Un Roumain qui a été enlevé en 2015. Au sommaire, en tout cas, la guerre en Ukraine, avec après la Pologne, la Slovaquie, qui va livrer 13 avions de chasse MiG-29 à Kiev. Moscou répond que ces avions seront détruits. Une annonce alors que les tensions entre la Russie et les États-Unis sont montées d'un cran avec l'interception d'un drone américain par des avions russes dans la mer Noire. Côté diplomatique, Xi Jinping va rencontrer Vladimir Poutine à Moscou la semaine prochaine. La CPI, la Cour pénale internationale, a quant à elle émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour sa responsabilité dans des crimes de guerre. AUKUS, c'est l'alliance scellée entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni à San Diego, en Californie. Biden, Sunak, Albanese qui veulent s'unir militairement contre la Chine. Ils ont signé un partenariat pour produire des sous-marins à propulsion nucléaire. Un plan sur des décennies qui s'est fait au détriment du contrat des sous-marins français. Anthony Blinken en Éthiopie et au Niger cette semaine. Joe Biden est à fond pour l'Afrique, avec l'Afrique, a lancé le chef de la diplomatie américaine à Niamey. L'administration Biden veut s'engager sur le continent pour contrer les influences de la Chine et de la Russie. En France, 49.3, le jour d'après, Elisabeth Borne qui a donc expliqué que l'incertitude planait à quelques voix près sur le vote, d'où ce passage justement par l'article 49.3. L'intersyndicale a annoncé une 9e journée de mobilisation jeudi. Laurent Berger appelle Emmanuel Macron à retirer sa réforme. Une motion de censure transpartisane a été déposée. Elle sera examinée lundi à 16h. Et on va développer donc tous ces titres avec d'abord cette guerre en Ukraine, la Pologne et la Slovaquie qui donc vont livrer des chasseurs à l'Ukraine. Ils sont les tout premiers pays de l'OTAN à le faire. Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemand, a affirmé quant à lui que ce n'était pas le moment. Ce n'est pas sur la table, selon le porte-parole du Conseil de sécurité à la Maison-Blanche, John Kirby. On va écouter le président polonais. Dans un premier temps, dans les prochains jours, nous allons transférer, si je me souviens bien, 4 appareils MiG-29 pleinement opérationnels à l'Ukraine. Les autres avions qui sont actuellement en cours de maintenance et préparés seront successivement envoyés à l'Ukraine. Bon alors Régis, c'est un tournant. 13 chars de Slovaquie,
chars, pardon, avions, 13 avions de Slovaquie et 4 avions de Pologne. En tournant, je ne sais pas, mais on sent qu'effectivement que depuis quelques semaines et quelques mois maintenant, la discussion a été remise sur la table, notamment depuis la visite de M. Zelensky, d'abord en Grande-Bretagne, puis en France, c'était en février. Je crois que le sens de cette visite à l'époque était juste précisément de remettre la question des avions de chasse sur le tapis. On sait que M. Biden avait dit qu'il n'en serait pas question fin 2022. Puis ensuite, dans l'establishment américain, on avait dit que c'était pas si simple et qu'on y viendrait peut-être. Donc on sent qu'il y a un débat qui agite notamment les chancelleries, les états-majors occidentaux. Mais alors là, c'est différent. Les MiG sont des avions de fabrication soviétique. Il semblerait que les 13 avions slovaques risquent d'abord de servir à utiliser un certain nombre de pièces pour rééquiper des avions ukrainiens qui ont été endommagés pendant le conflit. On va les dépecer alors. Apparemment, alors à vérifier, mais il semblerait que c'est ce dont il est question. L'Ukraine ayant perdu à peu près, apparemment, une 60aine d'avions depuis le début du conflit et la Russie 70, quelque chose comme ça. Donc c'est important, effectivement, un tournant peut-être pas. Thomas, c'est un tournant ou pas? C'est vrai que ces MiG-29 sont des avions de conception soviétique. Ils ont été hybridés avec des équipements modernes, faciles pour les pilotes ukrainiens. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des pays qui sont juste après l'Ukraine, qui sont en première ligne, à savoir la Pologne, la Slovaquie. En quelque sorte, c'est comme si ces pays servaient un peu d'aiguillon ou d'accélérateur aussi pour pousser les pays plus à l'ouest à prendre leurs responsabilités. On sent bien les réticences des Occidentaux, enfin des Européens de l'Ouest. Effectivement, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérapage avec des avions de chasse ultramodernes si les Ukrainiens franchissent la frontière avec la Russie. On en a souvent parlé. En attendant, il y a aussi les livraisons de chars Léopard, et ça c'est très important pour une éventuelle contre-offensive offensive ukrainienne qu'on annonce pour le printemps. Je trouve qu'en ce moment, on est dans une sorte de faux plat. C'est vrai qu'on on a annoncé la chute de Bakhmout. Finalement, la ville, les Ukrainiens tiennent. Il se passe, le front est un peu gelé, mais on sent que de part et d'autre, on fourbit ses armes pour le printemps, en quelque sorte. Claire, côté diplomatique, Xi Jinping, on l'apprend, va rencontrer Vladimir Poutine à Moscou la semaine prochaine pour une visite d'État. Les Chinois vont-ils livrer ou pas, livrent-ils des armes à la Russie, ou est-ce qu'on est vraiment plutôt dans une sorte de processus diplomatique? Je crois qu'on est plutôt dans un processus diplomatique. En tout cas, les Chinois ont toujours nié livrer des armes à la Russie. En revanche, Xi Jinping arrive à Moscou auréolé d'une sacrée victoire diplomatique après avoir chapeauté la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc il a quand même un crédit diplomatique, il se pose en facilitateur, en faiseur de paix. Bon, ça c'est la com un petit peu chinoise, mais on attend beaucoup de cette visite. Après, les Occidentaux sont plutôt inquiets, puisque c'est quand même, Xi Jinping a toujours dit que Poutine était son meilleur ami. Mais jusqu'à présent, ils se sont abstenus, ils n'ont jamais condamné l'invasion en Ukraine, et cette visite, à mon avis, elle s'annonce très importante. Agis, il y a eu cet incident tout de même cette semaine, ce serait intéressant peut-être d'y revenir, sur ce drone américain Reaper qui a sombré en mer Noire. Il a été intercepté par 2 chasseurs russes. Le ministre de la Défense russe a remis au pilote de l'avion manifestement un prix. Est-ce que c'était une façon de tester les Américains ? Sans doute, et puis de rappeler effectivement l'importance aussi du renseignement, parce que c'est bien de ça dont il est question, qui joue un rôle absolument clé, et notamment pour tout ce qui concerne la Crimée et ce que pourrait devenir la Crimée dans ce conflit dans les temps à venir. Donc ça, c'est important. On sent qu'il y a une vraie crispation. Avec la Chine également, on a des informations qui sont non confirmées pour le moment, mais où il aurait été révélé qu'un millier de fusils chinois auraient été livrés à la Russie. Alors un millier, finalement, c'est pas beaucoup, mais quand même. Bon, et les Ukrainiens ont aussi dit hier, je crois, qu'ils ont abattu un drone chinois, donc sur le théâtre de guerre. Tout ça reste à confirmer, mais effectivement, on sent que, évidemment, ça se crispe, ça fait longtemps que ça se crispe, à vrai dire, mais autour de la relation Chine-Russie, autour de Chine-États-Unis, autour du conflit. On a vu aussi la Chine prendre des initiatives, notamment une sortie de crise qui, en fait, si on relit article par article, on s'aperçoit que chacun parle des États-Unis et non pas de la Russie lorsqu'il est question de l'intégrité territoriale. C'est la vision chinoise du monde. Voilà, absolument. Et qui ne résoudra rien. Mais en tout cas, on sent cette volonté d'être davantage présent, peut-être aussi du point de vue de l'armement. C'est ce qu'avaient dit les Américains. On sent que la question devient de plus en plus présente. Thomas, oui, la question devient de plus en plus présente du côté de la Chine, qui livrerait ou pas des armements. Est-ce que c'est vraiment dans son intérêt de le faire ?
Je suis pas sûr. En fait, moi, ce que je trouve assez frappant, c'est que la Chine, je pense, se joue un peu sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'effectivement, elle ne condamne pas l'intervention russe. En même temps, elle n'a pas intérêt à ce que ça s'envenime trop. Notamment, on a vu quand Vladimir Poutine brandissait une menace nucléaire, que Pékin tout de suite freinait là-dessus. Il n'est pas question, bien sûr, d'encourager une quelconque utilisation de l'arme nucléaire, même tactique. Et puis de l'autre aussi, la Chine n'a pas intérêt à ce que le conflit dure trop longtemps, parce qu'il y a un risque de récession économique. L'économie chinoise, on le sait, est un peu en difficulté. Elle a besoin de relancer son économie, et ce qui se passe en Europe et la guerre en Ukraine, ça gêne bien sûr l'expansion, enfin la croissance économique mondiale, et donc la croissance de la Chine. À quoi elle joue véritablement, Claire? La Chine, dont vous parlez beaucoup d'ailleurs On en dans ce parle numéro. beaucoup, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thomas. Je ne suis pas du tout sûr que la Chine cherche à envenimer quoi que ce soit. Il y a eu visiblement des premiers contacts, pour la première fois un contact entre le chef de la diplomatie ukrainienne et le ministre des Affaires étrangères chinois hier ou avant-hier. Encouragé par les Américains d'ailleurs, j'ai vu. En tout cas, le Wall Street Journal a annoncé dans un premier temps, quand ils ont parlé de la visite de Xi Jinping à Moscou, ils ont annoncé en même temps que Xi Jinping verrait en visio Zelensky derrière. Je ne sais pas si ça se fera, mais c'est la première fois qu'on parle d'un contact entre les Ukrainiens et les Chinois. Donc, moi, je ne suis pas... Donc, ils veulent garder une sorte de posture de médiateur potentiel, malgré tout. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se posent en ce moment, mais sur l'échiquier mondial, donc c'est pas simplement sur l'Ukraine. Tout en étant un vrai allié de Poutine, quand même. Un vrai allié de Poutine, oui. Absolument. Entièrement d'accord sur le fait qu'ils ne veulent pas l'envenimer. On avait vu d'ailleurs l'efficacité du discours chinois lorsque Samarcande, alors à l'époque où M. Poutine brandissait l'utilisation de l'arme atomique, il avait vraiment, les Chinois avaient clairement exprimé leur désaccord. Ça, c'est vrai. Ensuite, effectivement, les positions de fond ne changent pas. Il s'agit de rester opposé au bloc occidental, à l'OTAN, ça reste les fondamentaux de la Chine. Un mot quand même sur la CPI qui maintenant donc dit a émis un mandat d'arrêt contre Poutine. Ça date d'aujourd'hui pour sa responsabilité dans les crimes de guerre. Ça va changer quelque chose. C'est quelque chose d'important. Bon, on sait que la Russie n'est pas partie prenante de la CPI, n'a pas signé le traité de Rome, donc ne reconnaît pas la compétence de cette cour. Il n'y a pas de police de la CPI, donc il y a très peu de chances que ce mandat d'arrêt n'aboutisse. Par contre, ça gêne quand même potentiellement Vladimir Poutine pour la suite, parce que ça veut dire quand même qu'il devra faire attention où il mettra les pieds, si je puis dire. On sait par exemple qu'il y avait le président du Soudan, Omar el-Béchir, qui avait été inculpé par la CPI. Un jour, il s'est rendu en Afrique du Sud et il a failli se faire arrêter sur place. Donc, bien sûr, Poutine, c'est une autre dimension. On n'est pas prêt, à mon avis, de le voir tout de suite devant la CPI, mais je pense aussi symboliquement que c'est important et que ça met l'accent sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie qui sont assimilés de force, qui sont naturalisés de force. Ça, je pense que c'est important de le mettre en avant. C'est ce que vient de faire la CPI avec ce mandat d'arrêt. Les dessinateurs. Vous avez un dessin, je crois, en particulier là-dessus. Absolument, alors... je l'ai rajouté vraiment in extremis à la dernière minute, mais c'est un dessin qui a quelques semaines, pour ne pas dire mois, du dessinateur ukrainien Vladimir Kazanevsky, qu'il avait produit au moment où la CPI avait ouvert l'enquête, ce qui était déjà une forme d'exploit, on le voit là à l'écran. Effectivement, il y a peu de chances que ça fasse peut-être la différence, mais enfin le symbole est là et je trouve intéressant de remontrer ce dessin qui a quelques mois maintenant de Vladimir Kazanevsky. Un autre dessin du dessinateur algérien Dilem qu'on aime beaucoup sur justement l'incident de ce mardi, le fameux crash d'un drone américain touché par un avion russe. Un drone américain percuté par un avion russe. Je n'ai rien entendu, j'avais l'autoradio à fond, dit Poutine en pilote. Voilà, ça mange pas de pain. Mais bon, on va dire on sent que l'escalade a été un petit peu évitée. Cet autre dessin du jeune dessinateur français Piette, que j'ai choisi de vous montrer parce qu'il y a une semaine, on craignait que Bakhmout tombe aux mains de Wagner. Enfin, Wagner domine la ville, dit Prigojine, mais on voit bien que Bakhmout résiste encore et que c'est pas terminé. Et puis pour terminer, encore un dessin du dessinateur ukrainien Kazanevsky que je trouve très lucide et qui est fait avec beaucoup de recul parce qu'il raconte que le temps des négociations n'est pas arrivé, que c'est encore l'heure des armes. Et en voyant ces hommes-chaises, on peut percevoir presque un espèce de sentiment de gâchis. Et venant du dessinateur ukrainien, je trouve que c'est intéressant de le montrer parce que voilà, il dit plein de choses ce dessin.
Très marquant ce dessin. AUKUS, c'est l'alliance scellée entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. À San Diego, en Californie, Joe Biden, Rishi Sunak, Anthony Albanese veulent s'unir militairement contre la Chine, justement. Ils ont signé un partenariat pour produire des sous-marins à propulsion nucléaire, un plan qui va durer des décennies. On va écouter le Premier ministre australien, puis le président américain. En ces temps difficiles, nous nous tournons vers l'Amérique comme nous l'avons fait par le passé. Et depuis, nous sommes toujours restés côte à côte. Aujourd'hui, je pense qu'il est très important, très significatif que vous ayez accepté, pour la deuxième fois dans l'histoire, de partager cette technologie. Et je pense que cela fera la différence pour faire progresser la sécurité et la stabilité dans la région. Je pense que tout ce que vous avez dit est exact. Je voudrais souligner une autre chose. Je veux que le monde comprenne, comme vous et moi le comprenons parfaitement, ainsi que le Premier ministre britannique, que nous parlons d'énergie nucléaire et non d'armes nucléaires. Il est essentiel que nous comprenions tous cela. Nous avons travaillé avec l'AIEA, elle approuve ce que nous faisons. Je pense qu'il est vraiment très important de continuer à travailler avec les États qui soutiennent la non-prolifération. Claire, oui, parce qu'il s'agit de sous-marins à propulsion nucléaire, donc ils ne portent pas d'ogive nucléaire. C'est la distinction que faisait le président américain. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'endiguement finalement de la Chine par les États-Unis et qui est étendue à l'Australie aujourd'hui. Ce que vous dites dans ce numéro, l'hégémonie américaine, c'est fini, et vous dites Washington défend sa place en Indo-Pacifique, c'est ça? Alors l'hégémonie américaine, c'est fini. C'était un éditorialiste chinois qui le disait. Voilà, mais dans votre d'une certaine hors-série. façon, c'est pas tout à fait faux. Mais là, avec cette alliance. Quand j'entends Joe Biden qui parle de paix, de renforcer la paix, on n'est pas exactement dans cette configuration. Dans le hors-série, on parle pour l'instant, on est à AUKUS, Australie, Royaume-Uni et États-Unis. Le Japon pourrait bientôt rejoindre cette alliance qui fait, dans la zone Indo-Pacifique, une alliance extrêmement forte et qui, évidemment, a provoqué, le jour même où il y avait à San Diego la conférence entre Joe Biden et Rishi Sunak et le Premier ministre australien. Et je crois que c'est ce jour-là ou une semaine avant, mais que Xi Jinping a demandé à son armée de construire une muraille en acier. Donc, la Chine se tient prête face à l'endiguement américain. Ils ont eu des mots très durs. Le chef de la diplomatie chinoise a condamné de façon très très virulente l'attitude des Américains. Donc on n'est pas exactement dans une configuration de paix. Et je crois qu'il y a un article du Sydney Morning Herald qui disait, en saluant lui la décision du Premier ministre australien, nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes pas en paix. Voilà, je crois qu'on est à peu près on en est là dans cette zone. Thomas, en tout cas, ça s'est fait au détriment de la France, parce qu'on se souvient de l'annulation de ce fameux contrat, le coup de Trafalgar, comme on disait à l'époque. Oui. Annulation du contrat des sous-marins français qui, eux, n'étaient pas à propulsion nucléaire, mais à propulsion conventionnelle, je crois que c'est ce qu'on dit. Quid de l'influence de la France dans cette région, finalement, puisque là, on sent qu'il y a une rivalité. La France est effectivement présente dans la région, on le sait, avec la Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'était très important, justement, que le référendum ait une réponse positive pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, pour les intérêts géopolitiques de la France en tout cas, puisque ça permet à la France d'être présente dans cette zone. Maintenant, elle n'a pas énormément de moyens militaires. C'est vrai que ça a été un revers diplomatique cuisant qui s'est fait dans le dos. C'est le coup de poignard dont on a parlé contre les Français. Est-ce que demain, les Français pourront être associés? Je ne sais pas, c'est clairement pour l'instant une alliance anglophone, mais c'est clair qu'on a besoin de tout le monde. Je pense quelque part, les Américains le savent bien, les Australiens aussi ont de meilleures relations maintenant avec entre-temps, ils se sont un peu réconciliés avec la France. Tout le monde, c'est un peu l'alerte rouge quelque part, et l'activisme chinois est de plus en plus notable quand même dans la zone. On a vu qu'ils ont dépêché, je crois qu'il y a eu des problèmes climatiques, une tornade cyclone au Vanuatu, ils ont proposé leur aide. Il y a eu des problèmes, des troubles politiques dans les îles Salomon. Ils ont envoyé des instructeurs de policiers, enfin c'est surtout des forces de sécurité. Donc on voit qu'ils sont de plus en plus présents et ça inquiète beaucoup, notamment les Australiens. On a fait état dans la Croix d'un sondage qui montrait que les Australiens étaient plus inquiets encore que les Taïwanais eux-mêmes sur une possible invasion de Taïwan par la Chine. C'est tout à fait étonnant. Mais en Australie, on suit ça aussi de très près. Régis, alors la Chine, c'est finalement encore ou pas le premier adversaire des États-Unis avant la Russie?
Oui, certainement, certainement. Pour avoir vraiment suivi de près depuis avril 2021 la montée de la crise autour de l'Ukraine, lorsque les 100 000 hommes russes ont été déployés à partir d'avril 2021 autour de l'Ukraine, en suivant bien les réactions notamment américaines, on comprenait bien que ils voulaient vraiment pas s'embêter avec cette crise parce que l'obsession depuis pas mal d'années, c'était déjà l'objet du reset de M. Obama en 2008, etc. C'est la Chine, effectivement. Et ça, c'est ce que vous dites dans votre numéro spécial. C'est vraiment structurant aujourd'hui des relations internationales. Dans cette affaire AUKUS versus Chine, il y a l'opposition Amérique-Chine qui montre combien c'est structurant pour le monde. Puis il y a une autre chose qui va au-delà, qui est aussi très structurant, je crois, c'est ce monde multipolaire que M. Poutine appelle de ses voeux, etc., et qui est une réalité, effectivement, et qui montre effectivement qu'on va passer par des alliances de plus en plus régionales, qu'on est sur des situations de plus en plus instables, parce qu'on a des acteurs qui changent en permanence leur fusil d'épaule, leur position dans les conflits, dans les crises régionales souvent. Et ça montre, c'est aussi le monde dans lequel on est en train d'entrer depuis quelques années. Et d'une certaine manière qu'on observe avec cette question-là. Avec cette question-là. Avec tout de même, Claire, il faut le noter, c'est quand même très cher pour l'Australie, avec des délais très lointains, un coût total estimé jusqu'à 228 milliards d'euros que ces achats pardon ? Sur 30 ans. Sur 30 ans, un délai de livraison, effectivement, qui n'arriveront pas, 2030, si on est optimiste, mais c'est plutôt 2040. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça dit, pour rebondir sur ce que vient de dire Régis, sur ces alliances? L'endiguement, c'était contre l'Union soviétique, à la base, cette politique, justement, c'était les années 50. Aujourd'hui, c'est l'endiguement contre la Chine. Est-ce que ça va marcher ? C'est l'endiguement contre la Chine du côté américain, mais je rejoins, c'est ce qu'on dit dans le hors-série, c'est qu'on est dans un monde multipolaire et donc il y a effectivement ce qui domine, c'est l'affrontement Chine-États-Unis, mais il y a un pays notamment qui est courtisé par les États-Unis et par pas mal de gens aujourd'hui, c'est l'Inde, qui est dans le Quad, donc l'autre alliance, qui n'est pas l'AUKUS, mais l'autre alliance avec l'Australie aussi, États-Unis, Inde et le quatrième, et le Japon. Ça, ce sont des pays qui se sont abstenus lors des votes sur l'Ukraine, et donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est plus compliqué à saisir, je trouve que le monde est devenu beaucoup plus complexe à lire, parce qu'on a des alliances de circonstances, notamment le phénomène marquant qui est annoncé aussi dans leur série, c'est l'émergence d'un Sud global, dont fait partie l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui ne votent pas à l'ONU comme les Occidentaux, qui parfois votent une résolution avec les Occidentaux, parfois non. Et je pense que c'est ça qui va être le plus compliqué à suivre ces prochaines années. Les dessins. Oui, ben alors un dessin vu du Brésil, du dessinateur brésilien, donc Amorim, qui représente cette alliance AUKUS de façon un peu théâtralisée. J'espère qu'on va le voir. Voilà. En spectacle de guignol avec la marionnette australienne qui est manipulée par les États-Unis et le Royaume-Uni, et qui, ma foi, semble pas vraiment inquiéter la Chine, là, en tout cas sur ce dessin, parce que la Chine a effectivement bien réagi, mais la Chine a les épaules larges, on le voit. Donc ceci explique peut-être cela. Puis j'ai pas pu m'empêcher de ressortir un dessin de Chapat au moment du camouflet que ce fut pour la France en septembre 2021, là, cette histoire de sous-marin. Elle était très colère, la France. Jusqu'où ira la France? Et là, vous aurez deviné que le profil de Macron qui arrive en sous-marin dans la baie de New York, rendez-la nous. Évidemment, la statue de la liberté, elle est bien française, comme chacun sait. Et puis pour terminer, ce dessin, on parlait de monde multipolaire. Alors là, notre cher Tjeerd Royars, dessinateur des Pays-Bas, montre quand même que la guerre des ballons entre les États-Unis et la Chine, elle gonfle quand même tranquillement, en tout cas sur le Pacifique, et puis peut-être pas que. Mais le côté multipolaire, on le perçoit pas trop dans ce dessin. L'adversité domine. Qu'on avait prévu de publier cette semaine. Oui, pas que d'ailleurs, pas que l'Indo-Pacifique, puisqu'on va parler de l'Afrique, et justement ça tombe bien, puisque Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, était en Éthiopie et au Niger cette semaine. Joe Biden est à fond pour l'Afrique et avec l'Afrique, a-t-il lancé, le secrétaire d'État américain, qui a estimé donc que son pays était le meilleur partenaire, un meilleur partenaire que la Russie, pour aider la région du Sahel à lutter contre la pauvreté et la violence djihadiste. Blinken a annoncé d'ailleurs une nouvelle aide aux pays du Sahel, 150 millions de dollars. On va l'écouter.
Ces partenariats que nous avons, nous ne les imposons à personne. Les pays choisissent d'être partenaires ou non. Dans le cas du Niger, ce partenariat existe depuis longtemps et nous l'apprécions énormément. Mais il profite également au Niger et à d'autres pays. En effet, les informations que nous sommes en mesure de rassembler sont le résultat de notre engagement et de notre présence. C'est quelque chose d'utile pour tout le monde. Thomas, ça rejoint vraiment ce qu'on disait sur là, c'est vraiment l'opération séduction américaine au Sahel. Il y avait d'ailleurs très longtemps, il me semble depuis les années 80, qu'un chef de la diplomatie américaine n'était pas allé au Niger. Oui, je me demande si c'est même pas une première en fait, mais effectivement, ça fait très longtemps que les Américains ne s'étaient pas préoccupés d'une certaine manière de l'Afrique. Il y a eu un sommet en décembre aux États-Unis, un sommet Afrique-États-Unis. C'était le premier du genre depuis 2014, depuis Obama. Donc vous voyez un trou de 8 années. Là, maintenant, les Américains tentent de se réinvestir. Ils vont en Éthiopie. Enfin, Blinken a été en Éthiopie, au Niger. Le Niger, c'est pas anodin, bien sûr. C'est le Sahel. C'est la zone d'où la France est en train de se faire éjecter, si je puis dire. On sait qu'il n'y a plus de troupes françaises au Mali ni au Burkina Faso. Les Français, donc ce qui reste de l'opération Barkhane, c'est maintenant essentiellement le Niger et le Tchad, mais surtout le Niger. Et il y a une base aussi américaine, on ne sait pas forcément, on n'en parle pas souvent, mais au centre du Niger, avec qui opèrent des drones. Donc c'est une tour de contrôle pour la région. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que, bien sûr, ce réinvestissement américain survient donc au moment où les Russes marquent des points au détriment des Français. Peut-être que les Américains se disent, notre allié, l'ancien gendarme français, est en difficulté, il faut qu'on se réinvestisse dans la zone. Ils en profitent un peu alors, Régis, parce que c'est vrai qu'on parle des troupes Wagner, en l'occurrence au Mali. Beaucoup de cette présence russe qui prend de plus en plus importante sur le continent. Là, il y a effectivement une volonté américaine de convoiter cette zone. Oui, absolument, même si elle me paraît assez ambiguë, parce que 150 millions pour une ça paraît zone, c'est vraiment très peu. Et je pense à ça parce que récemment, j'étais dans ma zone, si j'ose dire, en Asie centrale. M. Blinken est passé, et il a promis 50 millions pour 5 pays. Enfin, de dollars, c'est vraiment très très peu, quoi. Donc, il y a les mots et puis la réalité des sommes débloquées, en l'occurrence, ou des programmes mis en place qui sont pas si impressionnants. Donc, c'est comme si c'était pour le moment simplement du marquage, avec une vraie inquiétude, c'est vrai. Par exemple, la concurrence vis-à-vis de la Russie. On sait qu'en RCA, par exemple, où Wagner est très présent, République centrafricaine, les Américains ont la volonté, essaient de coopérer avec la France pour faire comprendre combien Wagner peut être vraiment négatif, enfin néfaste pour l'avenir du pays, etc. Il y a une discussion qui est en train de s'enclencher, y compris avec les autorités locales. Mais évidemment, c'est compliqué. Et la concurrence, c'est pas simplement la Russie, c'est aussi la Chine, c'est aussi la Turquie. La Turquie, en Éthiopie. Les acteurs du Golfe. Il y a vraiment, on est vraiment, encore une fois, dans ce monde multipolaire, et l'Afrique est un des lieux où vraiment ça s'exprime sans doute le mieux. Oui. Claire, oui, parce qu'effectivement, la Turquie aussi, pour l'Éthiopie. Éthiopie, c'est deuxième pays d'Afrique, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, donc un pays vraiment important. Il a discuté avec le Premier ministre, et manifestement, l'Amérique, ou pas, joue-t-elle un rôle d'ailleurs dans ce processus de paix au Tigré? Difficile à dire, mais en tout cas... Je ne saurais pas dire, mais par contre, sur l'Afrique, je pense que c'est vraiment le terrain à observer de près, parce que c'est vrai qu'il y a l'affrontement avec la Russie, mais il y a la coopération militaire des États-Unis au Niger. Ils sont aussi en Somalie, ils sont retournés en Somalie, où ils entraînent aussi l'armée somalienne. Et il y a aussi une autre guerre qui se joue avec la Chine, c'est sur les minerais. On passe cette semaine une enquête sur de vie économiste. Si les Américains retournent en Afrique aussi, c'est parce qu'ils veulent... ne pas laisser le monopole des minerais, parce que les Chinois sont depuis très longtemps en Afrique à récupérer des terres rares, et les Américains veulent entrer dans cette course-là. Mais c'est nouveau ou pas, Thomas? Ils se désintéressaient vraiment de l'Afrique, les Américains? Ils avaient été traumatisés par Claire parlait de la Somalie, de mémoire, je crois que c'était en 93, la chute du Faucon Noir. La chute du Faucon Noir. Dont on se souvient, en fait, et après, le mot d'ordre, c'était pas de bottes, no boots on the ground, c'était pas de présence militaire fixe en Afrique. Donc l'Afrique faisait peur d'une certaine manière. On s'est complètement désinvesti, et c'est aussi notamment le cas sous la présidence Trump. Et là, la présence chinoise, c'est pas nouveau. C'est vrai que ça fait plusieurs décennies, ça fait longtemps. 30 ans maintenant que les Chinois investissent massivement. Maintenant, les Russes, on l'a dit, c'est un continent complètement mondialisé. Et c'est aussi, et ça fait aussi référence à cette hors-série sur le Sud global. Je pense qu'il y a un enjeu de ne pas abandonner le Sud global qui est en train de se structurer à telle ou telle puissance. C'est-à-dire les Chinois courtisent ce Sud global, les Russes aussi, il y a les fameux BRICS
Afrique du Sud, Brésil et autres. Oui, il y on aura a un parlé sommet de en l'Inde. juillet très important des BRICS. Oui, donc mais Sud global, entre les BRICS et les pays d'Afrique. Du Sud global. Sud global, c'est quand même très vaste pour des pays qui sont quand même très différents. Si on parle de certain nombre de pays d'Afrique et qu'on parle du Brésil, mais Sud global, ça a quand même une signification. C'est un peu vague, mais je pense que c'est en train d'émerger, je pense. Je ne sais pas s'il est global, effectivement, puisqu'on est dans ce monde qui est de plus en plus segmenté, éclaté, donc chacun vote en fonction de ses intérêts de manière plus en plus claire. C'est vrai, on le voit aussi avec l'Arabie Saoudite, on le voit avec l'Amérique latine, etc. Mais sous le global, non, mais en tout cas, là où très concrètement, on voit cette question de l'influence s'exercer, c'est qu'autrefois, il y a 10 ans, ou moins même, lorsque la France ou les anciennes puissances coloniales, des pays très puissants en Afrique, pouvaient, pour des votes à l'ONU, par exemple, avoir 20 ou 30 pays qui, presque comme un seul homme, allaient voter avec, ça, c'est en train de complètement de changer. Et c'est aussi, et parfois, on me dit que la présence de la Russie, au départ, en tout cas en Afrique, visait surtout à ça, en fait. C'était avoir des soutiens pour eux-mêmes, pour pouvoir faire passer un certain nombre de résolutions sur leurs questions qui leur sont chères. Donc c'est aussi cette manière très concrète sur les votes à l'ONU, les choses sont en train de changer, en fait. Ouais. Et juste un mot peut-être sur, vous posiez une question tout à l'heure sur la France, par exemple, dans l'Indo-Pacifique, mais on a l'impression que c'est presque l'enjeu qui est là pour la diplomatie française, par exemple, comme pour toutes les diplomaties du monde, c'est d'entériner, de dire, oui, le monde est comme ça maintenant, il faut l'admettre, et c'est d'essayer de trouver quelles sont les règles du jeu, comment un pays comme la France peut, en acceptant cette réalité, qui certes est un déclassement, mais il n'y a rien de mal à ça, après tout, et c'est peut-être même pas plus mal pour la gouverne du monde, mais il faut qu'on saute les deux pieds dedans, si j'ose dire, et qu'on accepte de prendre les responsabilités dans ces nouvelles règles du jeu qui sont en train de se dessiner, et qu'on nous-mêmes, on puisse et même les écrire, ces règles du jeu. Pour trouver sa place. Les dessinateurs. Oui, mais j'avais 2 dessins, mais apparemment, il y en a un qui s'affiche pas bien en régie, donc je n'en ai qu'un, mais il dit tout ça très bien. C'est un dessin de Pov, dessinateur malgache, qui montre à quel point l'Afrique est effectivement convoitée. Et on voit l'oncle Sam qui arrive, les bras ouverts. Bon, alors, donc, c'est pas forcément Blinken, c'est l'oncle Sam. Et on voit effectivement que à la fois la Chine, la Russie, l'Europe sont des acteurs qui sont agrippés à ce continent et qui est toujours sujet à convoitise. Voilà, c'était un dessin qui est intéressant à montrer. Et on part en France, on retourne en France plus exactement avec ce 49.3. Le jour d'après, Elisabeth Borne qui a expliqué que l'incertitude planait à quelques voix près sur le vote, d'où le passage à l'article 49.3. L'intersyndicale a annoncé en tout cas une 9e journée de mobilisation jeudi. Une motion de censure transpartisane a été déposée par le groupe Lyot. Motion de censure qui devrait être examinée à partir de lundi 16h. Un attroupement donc. Vous voyez une foule qui s'est massée place de la Concorde à Paris pour protester toujours contre cette fameuse réforme des retraites et protester contre l'utilisation du 49.3. On va écouter Elisabeth Borne. Mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Catherine Carrard, vous avez fait un spécial, vous avez sur votre une de Courrier International de cette semaine, c'est La République en miettes, c'est ça que vous avez titré, tant la crise politique est importante. Quel est le regard d'ailleurs de la presse internationale sur ce qui se passe en ce moment, sur cette crise politique et sociale en France? Alors on suit ça depuis plusieurs semaines et il y a une rare unanimité, à quelques titres près, qui juge Macron, vraiment, la méthode Macron a échoué. Ce matin ou hier, il y avait des journaux étrangers qui parlaient de bombes nucléaires, de déni de démocratie. Il y a même le Tagesspiegel en Allemagne qui est appelé à supprimer le 49.3 en disant Macron n'est pas un réformateur, il est un démolisseur. Donc ça va assez loin. Et que le Times, j'ai trouvé au Royaume-Uni qui dit qu'il est courageux. Mais globalement, la tonalité de la presse, c'est assez surprenant parce qu'en général, la presse étrangère a plutôt fait de dire les Français, c'est râleurs, ils font que protester.
Français. Et là, globalement, la tonalité depuis des semaines, c'est plutôt modéré. Les gens observent, les journaux étrangers observent ce qui se passe en France avec assez d'envie. Ils sont assez admiratifs de la défense d'un modèle social et se disent finalement pourquoi nous, on se résigne à travailler jusqu'à 65 ans. Je trouve que le ton a vraiment changé. Il y a un journal suédois aussi ce matin qui était plus, qui condamnait, qui parlait de Français surexcités. Mais globalement, le New York Times a fait sa une. C'est très, très suivi à l'étranger, très regardé. Et je trouve avec beaucoup d'indulgence surtout d'indulgence pour les manifestants. Et beaucoup de critiques sur la méthode Macron et sur l'absence de dialogue. Macron a été élu à de justesse, a perdu sa majorité. On pensait qu'on allait arriver au temps des compromis en France. Et là, c'est tout le contraire qui se passe. Il n'y a pas de dialogue et la presse étrangère est absolument assassine. Régis. Je peux parler un tout petit peu de la presse russe, mais qui se fiche un peu de ce dossier, mais simplement qui prend plaisir à montrer les manifestations et les quelques violences qui peuvent les émailler. Mais les Russes sont... Donc ça alimente la propagande russe. Plutôt, effectivement. Quant à la population russe, elle s'intéresse moins parce que sa retraite est à 180 € par mois. Donc, malgré tous les milliards de pétrodollars qui tombent dans le pays, donc ils sont loin de ces questions. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, Thomas, que ça s'inverse, parce qu'en général, on dit toujours, les Français râlent toujours, on ne peut pas réformer ce pays. Voilà ce qui revient le plus souvent dans la presse anglo-saxonne. Donc c'est étonnant que ça soit différent cette fois. Bon, en tout cas, les Britanniques sont mal placés en ce moment pour nous critiquer, parce qu'il y a grève sur grève voilà. Mais et donc justement, eux ne critiquent pas. C'est pour en tout cas, la presse conservatrice. C'est preuve de compréhension, je pense. Mais c'est vrai, quand on entendait les déclarations d'Elisabeth Borne, c'est quand même incroyable. Je trouve cet argument qui est de dire il ne fallait pas risquer l'effondrement après tant d'heures de débat. Mais précisément, le débat, il devait aboutir à un vote, et ce vote n'a pas eu lieu. Maintenant, ce qui est un peu inquiétant, je trouve, pour la suite, ce qu'on voit sur la Concorde et ailleurs, et qu'on risque de voir dans les semaines qui viennent, c'est que maintenant, les gens considèrent, que les citoyens français, que leur opposition n'a pas été relayée, en tout cas n'a pas pu s'exprimer lors d'un vote. Donc, ils vont l'exprimer dans la rue. C'est ce que dit Laurent Berger de la CFDT depuis le début, qui craint des débordements. Et là, peut-être qu'on va y arriver, on y arrive. Ça entache l'image d'Emmanuel Macron à l'international. Oui, totalement. Oui. Non, mais là, il y a la presse étrangère qui craint des débordements. Et puis l'autre chose, c'est la suite politique. C'est un discrédit total de la parole politique, de la classe politique. Et ce que dit la presse étrangère, le Spiegel, dans l'article qui ouvre notre dossier cette semaine, c'est un boulevard pour Marine Le Pen en 2027. Et ça, c'est pareil, c'est unanime et c'est la grosse crainte de tout le monde. Donc plus personne ne dit que la France n'est pas réformable, finalement. Je ne sais pas, mais en tout cas, du point de vue de la presse internationale, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, on voit que c'est assez compliqué. Moi, comme un observateur finalement extérieur, désormais, depuis longtemps, j'ai l'impression, par exemple... Je précise que vous êtes à Tbilissi, en Géorgie, où il y a eu d'ailleurs des manifestations récemment, mais pas pour les mêmes raisons. Tout à fait différentes. Mais c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'à l'étranger, on peut nous recommander de supprimer le 49.3, mais j'ai l'impression, par exemple, ces dernières années, que l'article 49.3, qui est dans la Constitution et qui est tout à fait... utilisé une centaine de fois déjà. Légal, finalement, devient presque criminel de l'utiliser. Donc il y a un vrai changement, j'ai l'impression, dans la perception politique en France de ce qu'est le 49.3, ayant oublié ce qu'il est à l'origine, certainement. Non, mais je dis ça tout à l'heure, parce que le 49.3, c'est le Tagesspiegel qui demande ça, et c'est un journal conservateur. Donc, de la part d'un journal d'extrême gauche, on aurait été moins surpris, mais là... Un journal conservateur qui demande la fin du 49.3 en France, et qui en plus un journal allemand, c'est vrai que c'est quand même plus surprenant. Donc il y a vraiment une crise institutionnelle aujourd'hui en France. Et le 49.3 est constitutionnel, mais c'est vrai qu'il apparaît, certains disent qu'il est antidémocratique. Un vice démocratique, dit Laurent Berger. Entre le constitutionnel et le démocratique. Est-ce que c'était un bon calcul finalement pour Emmanuel Macron, pardon de poser cette question, que de l'utiliser? Pourquoi? C'est extrêmement risqué. Après, il peut peut-être vouloir en finir vite, risquer l'explosion sociale. Et je pense qu'Elisabeth Borne ne va pas rester très longtemps. Peut-être ça moi, je trouve que c'est un constat d'échec. De toute façon, c'est un aveu de faiblesse. C'est vrai qu'il n'a pas voulu aller au vote parce qu'il n'y avait pas suffisamment, très vraisemblablement, de députés pour voter en faveur de cette réforme. Donc, il passe par le 49.3. Il l'a utilisé plusieurs fois, on l'a dit. C'est constitutionnel, archi-constitutionnel. Mais là, je pense que ça dresse des oppositions parce que c'est une réforme qui concerne la vie quotidienne et qui concerne tous les Français. Quand c'est pour faire passer telle ou telle mesure, le budget ou autre, c'est différent. Mais là, c'est travailler 2 ans de plus pour beaucoup de... La mère de toutes les réformes, ce qu'il disait sur la réforme des retraites. Ça ne passe pas. Alors, il a voulu arrêter les frais, Emmanuel Macron, mais je pense qu'il ne va pas arrêter la contestation comme ça. En tout cas, je pense que ça va rester
ça va laisser une empreinte durable sur la fin de son mandat. Justement, quid de la fin de son mandat? Enfin, il reste quand même 4 ans, donc quel qu'en soit l'issue. Toute réforme paraît difficile pour réunir un consensus maintenant avec la fracture qui ressort de cette réforme, de cette séquence. Loi travail, loi immigration, enfin il y a un certain nombre immigration qui ne va pas être très consensuelle non plus. Je sais pas. Ça risque d'être très compliqué. Les dessinateurs. Oui, un très beau dessin, je trouve assez remarquable, de Chapat pour le Sonntag, où on voit le bruit, si on le voit à l'écran, voilà, le bruit tonitruant de la rue qui rentre comme ça, ce haut-parleur géant dans la cour de l'Élysée face à un homme seul qui donc a décidé de passer en force. Un autre dessin du dessinateur français Charmag qui reprend la réplique culte du film Le Bon, la Brute et le Truand, mais revu à la sauce 49.3. On aura reconnu Elisabeth Borne. Le monde se divise en 2 catégories. Et ceux qui ont le 49.3 chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Tout le monde se souvient de cette scène. Et puis pour terminer, un petit JO, parce qu'on aime tellement ces dessins. Voilà, il y en a certains qui se repaissent de la situation et qui appellent à la poursuite du mouvement. Ce sont les rats qui disent « Ne lâchez rien, par pitié, ne lâchez rien ». Quand effectivement on voit les rues parisienne en ce moment avec l'amoncellement de poubelles. Voilà, c'est une petite réinterprétation de JO qui semble dire que c'est Macron. Parce que les images des poubelles ont beaucoup été diffusées dans la presse internationale aussi. Oui. Hein. On vous en parle énormément. C'est assez impressionnant. Bon, un dernier mot, puisqu'il nous reste 2 minutes, Régis, sur ce qui se passe un peu en Géorgie. Là, on a beaucoup suivi ces manifestations. Finalement, ce projet de loi qui était controversé, liberticide, il a été retiré. Il y a des manifestations en France, il n'y en a plus à Tbilissi pour l'instant. Il n'y en a plus pour le moment, mais je crois qu'il faut vraiment voir ce qui s'est passé en Géorgie, avec ce qui se passe aussi en Moldavie, où on sent manifestement qu'on a une poussée russe qui instrumentalise divers outils, divers instruments qu'elle cultive depuis des années. Ça passe par des oligarques notamment, et en Géorgie, et c'est pas exactement un oligarque, mais quelqu'un de très riche en Moldavie, et qui vise à déstabiliser ces pays. Donc on est vraiment sur les flancs de la guerre en Ukraine, si je puis dire, avec cette même logique où la Russie veut faire comprendre que dans ce qu'elle appelle son étranger proche, les anciennes républiques soviétiques, eh bien c'est sa chasse gardée en quelque sorte. Donc il y a un vrai potentiel de déstabilisation dans toutes ces régions, il faut les suivre de près. La Géorgie, c'est un tout petit pays, c'est 3,7 millions d'habitants, mais il faut quand même se souvenir qu'il y a eu la première guerre extérieure de M. Poutine, c'est en Géorgie en 2008, et quand on voit la manière dont cette guerre a été lancée et comment la guerre a commencé en Ukraine en 2014, on voit que c'est la même guerre. Donc c'est quand même important de suivre ce qui s'y passe, et on peut penser que la crise n'est pas terminée et que Moscou risque de l'alimenter encore, et il faudra la suivre dans les semaines à venir, et en Moldavie et en Géorgie. Merci beaucoup Régis Janté, Thomas Houfnoug, Laure Simoes. Merci à vous Claire Carrard. Donc je rappelle, Géopolitique, Le Monde de demain, c'est le courrier international hors série qui vient de sortir et que vous trouvez en kiosque ou encore sur le site du courrier international, le site internet. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. Je vous retrouve lundi. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas le seul crime de guerre qui a été commis en Ukraine. En revanche, c'est l'un des crimes que l'Ukraine a tenté vraiment de mettre en avant sur la scène internationale, de documenter. On parle rendez-vous compte, de plus de 16 000 enfants qui ont été arrachés à leurs parents. Alors, ce sont des enfants qui pouvaient être d'une part placés dans des institutions, mais aussi des enfants tout simplement qui ont été kidnappés, qui ont été déportés de zones actuellement occupés par la Russie. 16 000 enfants, dont seuls quelques centaines ont pu revenir en Ukraine, et au prix de longues négociations, de mois d'attente et de mois durant lesquels les familles n'ont pas pu être en contact, ou très très peu, avec leurs enfants. Certaines restent sans nouvelles de leur famille, de leurs enfants. J'ai pu parler à certaines familles, certaines mères notamment m'ont expliqué leur démarche. Donc elles contactent des ONG ukrainiennes
ukrainiennes qui peuvent les aider à entrer en contact avec les autorités russes. Ensuite, elles doivent traverser l'Europe, puisqu'évidemment, elles ne peuvent pas passer directement d'Ukraine en Russie avec un seul passeport ukrainien. Elles traversent l'Europe, la Biélorussie, elles se rendent dans les centres ou dans les centres dans lesquels les enfants sont emmenés en Russie. Et là, elles doivent négocier le retour de leurs propres enfants. Donc c'est extrêmement compliqué et ça concerne, je disais, 16 000 familles en tout. En ce qui concerne le terrain, Emmanuel, quid de la situation? D'autant qu'après la Pologne, c'est la Slovaquie qui promet une flotte de 13 chasseurs MiG-29 à l'Ukraine. Absolument. Alors c'est une série de bonnes nouvelles pour l'Ukraine. Après la Pologne qui a décidé d'envoyer une douzaine d'avions de combat, la Slovaquie prend une décision similaire. C'est exactement ce qu'espérait Kiev. C'est ce que Kiev avait demandé depuis plus d'un an maintenant. Alors ces avions, c'était complètement impensable pour les alliés, notamment les États membres de l'OTAN, de les envoyer il y a quelques mois. Comme on l'a vu pour les chars Léopard notamment, eh bien ça a changé. Et la Pologne, comme elle l'avait fait d'ailleurs pour les chars, a fait ce premier geste, et ce qu'espérait Kiev semble être en train de se produire, puisque la Slovaquie a également pris cette décision. Maintenant, le prochain espoir est évidemment que d'autres États membres de l'OTAN prennent des décisions similaires en vue de la préparation de cette contre-offensive ukrainienne qu'on attend ici à Kiev. Après les chars occidentaux, des chasseurs bombardiers bientôt envoyés en Ukraine. Une petite révolution, car ces avions appartiennent à la Pologne. Et jusqu'à présent, aucun pays de l'OTAN n'avait donné son feu vert pour la livraison de tels appareils à l'Ukraine. Varsovie vient de franchir le pas. Dans un premier temps, dans les prochains jours, nous allons transférer 4 appareils MiG-29 pleinement opérationnels à l'Ukraine. Les autres avions qui sont actuellement en cours de maintenance et préparés seront successivement envoyés. Ces avions polonais datent des années 90 et sont de fabrication soviétique. Les soldats ukrainiens savent donc déjà les utiliser et les réparer. Un atout, mais pas un avantage dans la guerre contre la Russie, car ces appareils sont anciens. L'Ukraine l'a d'ailleurs rappelé, elle aimerait avoir accès aux fameux chasseurs F-16 américains, plus récents et plus performants. Les MiG ne résoudront pas les problèmes, nous avons besoin de F-16, mais les MiG contribueront à renforcer nos capacités. Une ligne rouge pour les États-Unis qui ont réitéré leur refus de fournir de telles armes à Kiev. En Europe, la Slovaquie réfléchit à imiter la Pologne et envoyer les 12 chasseurs soviétiques qu'elle. Il y a une réaction du chef de l'office du président, du bureau du président, Andrei Yermak, hier sur Twitter. Il a simplement tweeté 4 emojis d'avion au-dessus d'une photo avec son homologue polonais. Donc c'est un signe de satisfaction. Il n'y a pas eu de réaction directe pour l'instant de Volodymyr Zelensky, mais vous l'avez mentionné, ces avions de combat réclamés par l'Ukraine, eh bien ils sont voulus par Kiev depuis des mois en fait, depuis le début de l'invasion totale russe en février dernier. Volodymyr Zelensky martelait qu'il avait besoin d'armes lourdes, d'avions de combat. Alors c'est une victoire évidemment que la Pologne a décidé d'envoyer alors au total une douzaine d'avions, 4 dans les prochains jours et les autres lorsqu'ils seront remis en service. Mais évidemment Kiev espère que ce n'est qu'un début, que d'autres pays membres de l'OTAN lui promettront et ensuite enverront également des avions. Vous l'avez mentionné, les Américains qui ne sont pas encore arrivés à cette décision, les Anglais, les Français ou encore les Allemands. En tout état de cause, ce ne sont pas ces 4 avions qui vont forcément changer le cours de la guerre, mais comme l'Ukraine l'avait espéré pour les chars de combat, pour les chars Léopard, la Pologne donne cette première, fait le premier pas avec l'Ukraine qui espère que les autres alliés finiront par suivre. Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité est Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale. Il nous parle depuis la Cour à La Haye. Merci d'être avec nous, Monsieur Khan. Ravi d'être avec vous, merci Marc. Vendredi, la CPI a émis 2 mandats d'arrêt concernant l'enquête que vous aviez ouverte il y a 1 an portant sur l'Ukraine. Le premier vise le président russe Vladimir Poutine lui-même
Et le deuxième vise la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, pour crimes de guerre et en particulier la déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Quelle est la dimension historique de ce jour pour la CPI? C'est une journée importante, peu importe son caractère historique ou non, ce sont les preuves qui comptent. Mais bien sûr, c'est aussi une journée triste, lorsqu'un chef d'État, commandant en chef d'un grand pays puissant et très important, membre permanent du Conseil de sécurité, est visé par un mandat d'arrêt. Personne ne devrait s'en réjouir. C'est un événement qui donne à réfléchir et qui montre que le droit n'est pas simple spectateur ou un concept absent. Au contraire, le droit doit contraindre certains comportements et aucun individu peut impunément commettre un crime pour lequel la Cour est compétente, en particulier les génocides, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. C'est donc une journée importante, la première fois que le chef d'État d'un membre permanent du Conseil de sécurité est inculpé. Cela montre également que le bureau évolue avec plus d'agilité dans un contexte de violence, de bombes dans la zone de guerre qu'est l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que le mandat d'arrêt, et je le cite, est scandaleux et inacceptable. J'imagine que vous vous attendiez à ce type de réaction. Le fait que je m'y attende ou non importe peu. Ce type de déclaration ne m'importe pas. Ce que je conseille toujours à toute personne qui n'est pas d'accord avec le droit, c'est de se rendre à la justice et présenter ses arguments. Pas à moi, je ne suis que le procureur. Nous avons des juges indépendants et impartiaux qui se sont montrés courageux et totalement capables de faire la différence entre les faits et la fiction. C'est à eux qu'il convient de présenter ces arguments. Si une personne, une partie, un suspect estime que les accusations sont fantaisistes, il peut se présenter au tribunal, présenter ses arguments au juge, avoir la confiance de le faire. Telle est la procédure. Qu'est-ce que changera concrètement pour Vladimir Poutine ce mandat d'arrêt émis par la CPI? Pardon, je n'ai pas entendu la première partie de la question. Qu'est-ce que changera concrètement pour Vladimir Poutine ce mandat d'arrêt émis aujourd'hui? Je ne sais pas exactement ce que cela changera pour lui personnellement, mais cela met en lumière le fait que la CPI a agi. Nous avons fait notre travail sur cet aspect de l'enquête et les juges ont étudié le dossier et émis les mandats. Alors, ce que cela signifie, c'est que la seule Cour pénale internationale au monde a émis des mandats contre lui et Madame Lvova-Belova. Bien sûr, cela a des implications, des conséquences. Les États ont l'obligation de coopérer avec nous. Cela a également des implications sur l'intégrité du type de preuves dont nous avons entendu parler ou que nous avons consulté, que les juges ont étudié avant de décider qu'il y avait matière pour agir. L'avenir nous dira quelles sont les différentes répercussions. Il a sans doute été plus simple de réunir des preuves au vu du fait que la Russie a très ouvertement déclaré qu'elle emmenait des enfants, car c'était un geste humanitaire, qu'elle appelait donc les personnes à adopter. Madame Lvova-Belova a appelé publiquement à adopter. Vladimir Poutine facilite la procédure de naturalisation russe. C'est donc un cas plutôt simple pour la CPI. Ce que le droit international proscrit, c'est la déportation ou le transfert illégal de civils. Et les enfants sont les civils les plus vulnérables. Le Comité international de la Croix-Rouge, les commentaires de la Convention de Genève soulignent également l'importance et la protection particulière à apporter aux enfants. D'aucuns doivent déterminer si, en tant que puissance occupante ou partie au conflit, les enfants sont en danger dans une région particulière. Et s'ils sont déplacés, l'Ukraine est évidemment un grand pays, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils aillent dans une autre région du pays. Si ce n'est pas possible, la Convention de Genève et les commentaires insistent sur le fait qu'un pays neutre peut intervenir pour les mettre à l'abri. Au lieu de cela, une politique semble avoir été décidée et différentes mesures ont été mises en œuvre pour que ces enfants traversent la frontière. En plus de cela, on leur enseigne non pas l'ukrainien mais le russe, ils reçoivent un passeport
Ils peuvent être adoptés alors qu'ils ont des proches en Ukraine et que leur environnement familier est en Ukraine. Ce n'est pas autorisé, selon l'accusation. Et cette affaire, cette thèse, a donné lieu à l'émission des mandats par les juges de la Chambre préliminaire numéro 2 de la Cour pénale internationale. Vous avez également enquêté sur les frappes russes ciblant les infrastructures civiles ukrainiennes. Est-ce que cela sera votre prochain dossier ? Je ne m'occupe pas de cela. En réalité, ce que j'ai dit à Boutcha en avril de l'an dernier, quand je me suis rendu à Boutcha et à Borodianka, c'est que malheureusement, l'Ukraine est devenue le théâtre de crimes. Il existe de nombreuses allégations. Vous avez certainement entendu parler des soldats non armés abattus, les allégations très médiatisées sur Mariupol, la maternité, le théâtre, les allégations de torture contre des prisonniers de guerre, des violences sexistes et sexuelles et bien sûr des attaques contre des infrastructures civiles. Kharkiv en est un exemple. Notre travail consiste à mobiliser nos ressources le plus efficacement et le plus intelligemment possible pour parvenir à la vérité. Examiner, comme nous le devons, c'est un formidable don d'ailleurs du système de droit civil, conformément à l'article 54 du statut de Rome, les éléments incriminants et exonérants de manière égale. Non pas pour obtenir un résultat particulier, mais pour que justice soit rendue pour parvenir à la vérité, que l'on peut ensuite évaluer et, le cas échéant, présenter au juge. Tous les domaines donc d'activités criminelles potentielles intéressent mon bureau. Nous mobiliserons nos ressources en fonction d'un ensemble de facteurs afin de nous assurer que le droit soit utilisé le plus efficacement possible. Je le dis depuis des années, avant même mon élection, le droit ne peut être absent lorsqu'il y a des hostilités, lorsqu'il y a des abus. Nous devons être plus agiles. Les hommes et les femmes de mon bureau font du formidable travail dans une zone de guerre. Nous avons créé de nouveaux partenariats importants avec Eurojust, avec l'équipe commune d'enquête, les autorités nationales et surtout avec le gouvernement ukrainien. J'ai par ailleurs essayé à plusieurs reprises de prendre contact avec les autorités de la Fédération de Russie car je n'ai pas d'agenda politique. Mon bureau n'est pas politique, cette cour est apolitique, l'enfant de Nuremberg. Et notre devoir, notre obligation est d'exercer le droit avec justice, indépendance et impartialité. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons continuer de faire. L'Ukraine a fait pression pour que soit créé un tribunal spécial pour juger du crime d'agression contre la Russie. L'argument principal étant que Vladimir Poutine ne peut pas être amené à comparaître devant la CPI et qu'il faut donc un tribunal spécial. Un nombre croissant de pays ont soutenu cette idée. La Commission européenne a ouvert une sorte de bureau à La Haye où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas favorable à cette idée. Aujourd'hui, la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Nous dit-elle, nous pouvons poursuivre les plus hauts responsables. Nous n'avons pas besoin d'autres mécanismes pour cela. Nous ne rédigeons pas le statut de Rome en temps réel. Le statut de Rome a été écrit il y a 25 ans cette année et signé à Rome. Et depuis, l'article 27 stipule très clairement la non-pertinence de toutes les immunités diplomatiques et que ces autres immunités n'empêchent pas la seule Cour pénale internationale permanente d'exercer sa compétence. Tout étudiant en droit le sait dès le début. La décision aujourd'hui des juges ne fait que insister sur quelque chose que tout le monde connaît concernant la jurisprudence de la Cour et sa capacité à inculper et à émettre des mandats, même contre des chefs d'État ou des chefs de gouvernement. Toutefois, ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Nous avons suivi les preuves. C'est notre responsabilité fondamentale en tant qu'officier de la Cour. Nous avons soumis cette affaire avec humilité et avec beaucoup de diligence aux juges indépendants de la CPI. Ces juges qui ont examiné les faits de manière indépendante et ont pris cette décision aujourd'hui. En conclusion, vous avez ouvert cette enquête il y a un an. Vous avez présenté aux juges de la Chambre préliminaire ces mandats d'arrêt il y a quelques semaines. Ils ont rendu une décision aujourd'hui. Pourtant, pendant des années, la CPI a été critiquée pour ses lenteurs et les retards qu'elle accusait. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour la CPI ?
Vous savez, collectivement, la CPI cherche à s'améliorer. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, le bureau que je dirige doit être plus agile, plus efficace, doit trouver des manières de rendre le droit plus impactant. Ceci étant, les juges se sont transformés, ont réformé leur processus et les États parties ont encouragé la Cour à se réformer, ce qui a entraîné la création du rapport d'examen d'experts qui a été soumis en septembre 2020. Ensemble, je pense que nous nous rendons compte que de grands progrès ont été réalisés depuis plusieurs années concernant l'état de droit, mais l'état de droit et les opérations menées à la Cour pénale internationale collectivement doivent être plus efficaces. C'est un travail en cours d'ailleurs. Ensemble, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre le droit pertinent pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Il y a encore des progrès à faire, mais des progrès sont faits, c'est quelque chose à reconnaître. Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale, merci d'avoir été avec nous dans l'entretien de France 24 depuis le siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Merci à vous. La symbolique est forte. Le président russe Vladimir Poutine pourrait désormais être arrêté dans plus de 100 pays, suite au mandat d'arrêt émis ce vendredi par la Cour pénale internationale. Son procureur général s'est exprimé plus tôt sur notre antenne. C'est un jour important, mais notre décision n'est pas motivée par l'aspect historique, mais par les preuves. Bien sûr, c'est aussi un jour sombre qu'un chef d'État, un commandant en chef d'un grand et puissant pays, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, fasse l'objet d'un mandat d'arrêt. Cela ne devrait réjouir personne. Le mandat d'arrêt vise aussi la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Les deux sont accusés d'enlèvement d'enfants et de transfert illégal de population d'Ukraine vers la Russie. Selon Kiev, Moscou aurait illégalement déporté plus de 16 000 enfants en Russie ou dans les territoires occupés. S'il est arrêté, Vladimir Poutine sera jugé à La Haye, une annonce qui a suscité la colère de Moscou. À Kiev, en revanche, l'heure est à la jubilation. À partir de maintenant et jusqu'à son arrestation, le président et commandant en chef des forces armées russes, en tant que chef d'un État terroriste, aura peur de voyager en dehors de la Russie. Cela signifie que tout homme politique qui se considère comme civilisé et qui regarde vers l'avenir devra y réfléchir à 2 fois avant de serrer la main au président russe ou à ses partisans et ou de s'asseoir à la table des négociations avec eux. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont membres de la CPI. Mais depuis l'invasion russe, Kiev reconnaît la compétence de la Cour et lui a permis de poursuivre les crimes commis sur son territoire. Oui, effectivement, Joe Biden a réagi au fait que la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre le président russe, on l'a vu, et lui reproche sa responsabilité directe dans les crimes de guerre constatés en Ukraine. Alors bien sûr, après avoir dénoncé à de nombreuses reprises les exactions commises par les armées russes dans le cadre de la guerre d'agression débutée, on le rappelle, il y a un peu plus d'1 an, le fait que Joe Biden approuve l'initiative de la CPI est tout à fait cohérent. Mais ce qui est moins cohérent, et vous l'avez rappelé, c'est que l'autorité de la Cour pénale internationale n'est pas reconnue ici aux États-Unis. Et le président démocrate n'a d'ailleurs jamais, ne serait-ce qu'évoqué l'hypothèse que cela change. On peut donc voir un paradoxe, dans une certaine mesure, dans la déclaration de Joe Biden ce vendredi, lorsqu'il affirme que ces poursuites sont justifiées. C'est en quelque sorte une manière de reconnaître à la CPI, de reconnaître la CPI sans avoir jamais admis qu'elle existait. Une existence qui n'est pas non plus reconnue par Vladimir Poutine, évidemment, et un geste qui finalement ne pourrait avoir de conséquences que si un jour le peuple russe décidait de rompre avec Vladimir Poutine, ce qui concrètement ne semble pas au goût du jour. Il faut donc voir dans les propos du président américain Joe Biden un symbole, certes. Certains y verront même un encouragement. C'est en tout cas comme cela, probablement, que les magistrats de la Cour pénale internationale prendront les propos du président américain.
Hasard peut-être du calendrier, Mathieu, l'annonce de la CPI intervient quelques jours avant cette rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping. La Chine qui arme la Russie, tout au moins selon ce qu'affirme le site américain Politico. Oui, effectivement, c'est un article de Politico qui fait l'inventaire. Après une longue enquête, c'est un petit nombre d'armes qui a été livré par Pékin à la Russie au cours des derniers mois. Le site américain parle de 1000 fusils d'assaut et d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins militaires comme des pièces détachées de drones et des protections balistiques. Ce sont des documents de douane qui apportent les preuves des transactions entre Moscou et Pékin. Alors, à première vue, rien qui ne puisse concrètement changer le cours de la guerre, évidemment, mais pourtant, cette information est d'une importance absolument capitale et est prise très au sérieux ici à Washington, puisque chaque fois que la diplomatie chinoise a été interrogée sur cette question, les diplomates qui s'exprimaient ont toujours nié soutenir militairement la Russie. Or, les soupçons de l'administration américaine ont été à plusieurs reprises formulés, autant par le département d'État que par le Pentagone ces dernières semaines. L'énorme consommation de munitions d'artillerie, par exemple, par la Russie, notamment dans le siège de Bakhmout, a selon plusieurs experts militaires américains comme seule explication rationnelle le fait que Moscou est approvisionné par des pays étrangers. Dès lors que le tabou de la fourniture d'armes est rompu, il est donc tout à fait plausible d'envisager que Pékin n'a pas fourni qu'une poignée de mitraillettes, comme le dénonce Politico. C'est exactement le scénario que redoutait Washington, puisque si effectivement Moscou est branché sur le dépôt de munitions chinois, alors cette guerre peut durer encore des années et finira tôt ou tard par tourner en la faveur de Vladimir Poutine. Même si Kiev continue à être alimentée en armes modernes par l'Occident, comme c'est le cas, la réserve des combattants ukrainiens, elle, n'est pas du tout inépuisable. En tout cas, elle est sans comparaison avec celle de la Russie. Et si les pays occidentaux restent sur la ligne actuelle, c'est-à-dire qu'ils n'envisagent pas un instant une défaite ukrainienne, cela signifie concrètement que les Américains, comme les Européens, se retrouveront à terme devant le choix difficile de voir tomber l'Ukraine ou bien d'engager leurs propres troupes. Un cargo chargé de blé ukrainien qui traverse le Bosphore. Une transaction rendue possible par l'accord signé entre Moscou et Kiev en juillet dernier. Ce compromis appelé l'initiative de la mer Noire a permis de faire sortir d'Ukraine plus de 24 millions de tonnes de céréales. Des exportations vitales pour atténuer la crise alimentaire mondiale. Il est extrêmement important que l'initiative de la mer Noire continue de fonctionner non seulement pour poursuivre aujourd'hui les échanges des céréales de manière efficace à travers la mer Noire, mais aussi pour la prochaine récolte et la saison suivante. Il faut que nous puissions continuer à avoir le flux de céréales nécessaire pour stabiliser le marché céréalier. Moscou proposait de prolonger l'accord de 2 mois. Le texte initial signé sous l'égide de la Turquie permettait un rallongement de 120 jours. Réduire de moitié cette durée permettrait à la Russie de faire pression sur son adversaire. La Russie, évidemment, est dans une négociation pour obtenir pour ses propres exportations des facilités qu'elle n'a pas obtenues jusqu'à présent ou à moitié seulement. D'un autre côté, évidemment, la Russie ne veut pas apparaître comme bloquant les exportations vers le tiers-monde, vers les pays du Sud, les pays pauvres et les pays qui ont besoin de céréales, du blé, du maïs ukrainien. Un deuxième volet de l'accord portait sur l'exportation d'engrais. Avant la guerre, Moscou en expédiait dans le monde entier. Aujourd'hui, plus de 260 000 tonnes de fertilisants russes sont bloquées dans les ports européens. Le Kremlin voudrait pouvoir reprendre ce commerce normalement, en dépit des sanctions économiques. Ce samedi, les autorités ukrainiennes ont remercié les Nations Unies et la Turquie pour la prolongation de l'accord sur les céréales. Oui, feu vert pour la Finlande et ça devrait aller assez rapidement puisque le président turc a émis le souhait que la ratification se fasse avant les élections, avant le 14 mai. On sait que l'Assemblée nationale turque fermera ses portes à la mi-avril et le président l'a dit lui-même. J'espère que ce sera fait rapidement. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le document va être envoyé à l'Assemblée nationale turque, ça va ensuite être examiné en commission, puis en session plénière avec, on peut le supposer, un vote qui interviendra donc avant la fin avril. Donc feu vert pour la Finlande. Pas pour la Suède, le président l'a rappelé, nous ne pouvons pas dire oui
à un pays qui ne prend pas des mesures positives en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et même si le Premier ministre suédois peut être une personne charmante, ce qui compte pour nous, ce sont les résultats. Voilà ce qu'a dit le président turc. Le président finlandais, lui, a remercié évidemment son homologue, mais il a dit nous considérons néanmoins que notre adhésion est incomplète sans l'adhésion de notre voisin suédois, et nous continuons d'espérer qu'au prochain sommet de l'OTAN à Vilnius le 11 juillet, l'Alliance comptera 32 membres. Elle en compte actuellement 30, bientôt 31 donc, avec celle de la Finlande, mais toujours pas de ratification de la Suède en vue du côté turc, qui dit néanmoins, enfin le président turc dit néanmoins qu'il continuera de discuter avec ses homologues suédois.